Ils étaient partis 6 semaines en 2013 à Querbian, les mois s'étaient ensuite écoulés. Jusqu'au réveillon vinrent alors les premiers jours de janvier, puis ceux de février. La famille n'était pas partie à la montagne, Romain ne pouvait s'absenter facilement. Il était entré dans une école privée de comptabilité après avoir obtenu un DUG de gestion des entreprises. Il préparait, comme Luc l'avait fait avant lui, le diplôme de comptabilité-gestion. Les révisions et les examens blancs se multipliaient. Il préférait ne pas partir. Mais surtout, les vacances d'hiver et de printemps ne coïncidaient pas avec celles de Luc. Telle était en réalité la vraie raison qui l'attachait aussi sérieusement à son travail ainsi qu'à la capitale. Il était absolument hors de question pour lui de partir sans son frère. Voilà pourquoi les deux frères ne quittèrent Paris dans un bel ensemble que le 3 août au matin, accompagnés par leurs parents. Leur cohabitation fraternelle sur la côte du Morbihan, à 2 pas du yacht club et de la grande plage, pouvait dès lors débuter sous les meilleurs auspices. En septembre 2013, début pour Romain aussi de l'année universitaire, pour lui aussi quelques 10 mois avant ses vacances estivales de 2014, il pénétrait dans les salles de cours de l'EGEC, l'école de gestion et d'expertise comptable située dans le 8e arrondissement de Paris. Il avait la ferme intention de travailler sans l'aide de son père. Il en avait pris l'habitude pendant les 2 années passées à l'IUT de Saint-Denis. Il étudia donc seul, à sa façon, jusqu'au moment où, 4 à 5 mois avant l'examen, son père prit résolument la barre en main. L'affaire était sérieuse, l'examen difficile, et Romain dut abandonner la partie. Thibault assuma dès lors l'entière maîtrise des opérations, et il ne tarda pas, comme à son habitude avant un examen, à être miné par l'anxiété. Il essayait de ne pas la montrer à Romain. Maude connaissait l'appréhension de Thibault en de telles circonstances, et elle parvenait à ne plus en être trop affectée. Thibault était habité par l'angoisse, il ne pouvait la transmettre à Maude, ni ne voulait la transmettre à Romain. C'est alors qu'une infection se déclara aux extrémités de ses doigts, ses phalanges rognées étaient en sang, ses ongles tombèrent. Fin juillet, les notes de Romain furent enfin connues, le soulagement fut immense, il avait la moyenne. L'infection se trouva alors immédiatement jugulée, il était temps. Thibault avait été prévenu par son dermatologue que l'opération serait devenue quelques jours plus tard absolument inévitable. Il avait beaucoup maigri. Ce changement bénéfique, étant donné l'ampleur de sa silhouette, fut loin d'être définitif. Une fois les résultats annoncés, il retrouva au plus vite son poids habituel. Février 2014. Quelques mois avant le départ pour Querbian. Maude menait son enquête pour définir les dates des vacances en Bretagne. Aucune contrainte n'existait du côté de Romain, qui n'aurait pas cours pendant 4 mois, il n'avait pas de projet pour l'été, il était un jeune homme charmant, sa mère le trouvait attachant et paisible, il passait son temps dans sa chambre, ne se plaignait jamais, il avait le sourire, détestait les conflits, si par hasard Maude vivait la plus mineure des contrariétés, il le percevait dans l'instant, il demandait « Maman, tu vas bien ?» Il était un beau jeune homme, long et fin, au visage délicat et sensible, il pouvait rester des journées entières sans quitter, non pas certes sa chambre, mais l'appartement. Il n'avait pas envie de bouger, il ressentait pendant l'année scolaire que sa vie était bien suffisamment agitée et contraignante, se lever le matin, prendre le métro, préparer les examens, lui suffisait amplement, il restait
tranquillement chez ses parents. Il ne se montrait pas plus entreprenant pendant les vacances. Il naviguait alors entre Internet et la télévision, où leur tenaient des émissions sportives, des documentaires géographiques, historiques ou animaliers, des films ou seulement des extraits de films sur Canal+. Sourire et harmonie circulaient dans l'appartement. Maude n'a pas mal vécu ces semaines de l'année 2014 où Romain vaquait des journées durant entre sa chambre et le salon. Elle trouvait cette existence reposante. Romain avait 20 ans. En d'autres temps, Maude aurait tenté de structurer ses journées. Elle aurait essayé d'une façon ou d'une autre de faire œuvre d'éducation. Elle l'aurait vivement poussé vers le tennis, la lecture, les films à la télévision par DVD ou enregistrement interposé. Elle l'aurait occupé, c'était son rôle. Cette fonction ne lui appartenait plus. Romain n'écoutait plus ses conseils, prières ou admonestations, qu'elle ne se risquait d'ailleurs plus à formuler. Une attitude maternelle trop déterminée aurait au contraire suscité chez lui une opposition systématique. Maude n'avait plus qu'à le regarder vivre. Il était un homme, et quoi qu'il fît désormais, elle lui ferait confiance. Elle voyait Thibaut passer sa vie devant la télévision, et il ne lui venait pas à l'esprit de le critiquer ou de tenter de le réformer. C'était ainsi. Elle l'admettait. Ces deux garçons n'avaient, jusqu'à présent, jamais fait mine d'approcher les insoutenables territoires où idée de suicide ou de drogue se serait tenue en embuscade. Depuis toujours, Maude avait nourri en elle la terreur de les voir désespérés ou sans désir de vie. C'est pourquoi elle s'était montrée si directive dans le passé. Et c'était également pourquoi elle appréciait le confort et le calme de sa nouvelle situation. La responsabilité s'était évanouie. La vie était plus simple. À partir du 15 juin, Romain avait passé ses journées dans sa chambre. Maude ne l'avait certes pas mal vécu, mais elle n'avait pas non plus basculé d'un extrême à l'autre et n'avait pu demeurer complètement indifférente. Elle allait, elle venait, elle rencontrait des amis, elle écrivait avec eux, elle était rarement chez elle, mais à partir de mi-juin, dès le début de l'après-midi, elle se sentait mal à l'aise et triste si elle restait plus longtemps dehors. Romain était à la maison. Il était maintenant réveillé. Sa place y était également. Elle le retrouvait et lui proposait un bon film qu'ils pourraient regarder ensemble. Pendant quelques heures, ils ne seraient plus seuls. Tous deux entreprendraient le temps du film un bref voyage que Romain n'aurait pas choisi spontanément, mais que, gentil garçon, il ne refusait pas à sa maman. Il n'éprouvait pas de passion fondamentale ni d'enthousiasme extraverti à l'idée de cette activité commune, mais ne risquait pas non plus de souffrir le martyre en s'installant devant la télévision. Il acceptait, il accordait ce plaisir à sa mère. Tous deux respectèrent au début un rythme assez soutenu. Ils réussissaient, bon an mal an, à regarder 2 films par semaine, puis, à partir du 15 août, une fois revenus de Querbillan, un film par semaine fut le grand maximum que Maude pouvait espérer. L'activité était loin d'être intense, mais elle était, aux yeux de Maude, toujours bonne à prendre. Elle supposait que l'essentiel était la conscience que Romain devait avoir du désir de sa mère, toujours d'accord, enthousiaste et positive, pour partager un moment avec lui. Il fut cependant séduit par certains films. Il rêvait depuis toujours de grands voyages et de lointains pays,
et d'Erzu Zala de Akira Kurosawa le passionna. En revanche, certains policiers récents qui ne déplurent pas à Maud ne furent pas de son goût. Après le film, Maud expliquait ce qu'elle avait aimé, l'ambiance, l'image ou la vision du monde, une expression qu'elle employait volontiers pour tenter de se faire comprendre. Romain n'était pas convaincu. Il s'était attendu à un scénario plus rythmé, plus corsé, disait-il, mais il l'écoutait et percevait sans doute que le film pouvait être vu et considéré d'une autre façon. C'est bien, pensait Maud. L'ouverture d'esprit, le sens de la nuance ne pourront que l'aider, peut-être plus tard, pour le bonheur, pour le chercher, pour l'approcher. Romain se levait le matin. « Comment vas-tu » demandait Maud. « Veux-tu un café » Thibaut blaguait le soir à son retour du travail. « Alors, pas trop épuisante la vie » demandait-il à Romain. Romain regardait parfois un match de football le soir à la télévision. Les habitudes aimantes de son père prenaient alors naturellement leur place. Thibaut s'installait sur le canapé. Il restait avec son fils jusqu'au coup de sifflet final. Il arrivait que Maud, alors qu'elle rangeait la maison, grande salle, cuisine, chambres et le reste, ce qui n'aurait su être rapide, soit appelée par Romain. « Regarde » criait-il depuis le canapé devant la télévision. « Tu as vu, maman, le requin-marteau et la forêt, la banquise, et regarde ce volcan. Incroyable !» Maud arrivait, elle s'arrêtait, s'intéressait à ces merveilles de la nature, voire elle s'extasiait. Romain n'avait pas de projet pour l'été, mais Théo, l'un de ses amis, lui fit une proposition. Ils avaient été camarades d'école primaire, puis de collège. En première, Romain avait changé de lycée, il s'était perdu de vue. Théo était un jeune homme positif, dynamique, entreprenant, ouvert et serviable. Il avait renoué avec Romain à l'occasion des réjouissances du dernier réveillon. Quelques mois plus tard, il lui avait demandé s'il lui plairait de l'accompagner en Espagne avec un autre ami commun d'école et de collège. Théo se chargeait de l'organisation, Romain accepta. Il partit une semaine dans un camping de Catalogne. Mis à part l'indispensable bien arrivé du début de séjour assurant ses parents de son intégrité physique, il ne donna pas davantage de nouvelles ni à Maud ni à Thibaut, qui craignirent, Maud surtout, le pire, c'est-à-dire qu'il ne s'ennuie ou que l'ambiance ne soit pas idéale. Romain revint. Enchanté. Tous trois s'étaient bien entendus. « Tu aurais pu rester 8 jours de plus » fut le commentaire de Maud. Romain en convint. C'est ainsi que Romain parvint en juillet à s'éloigner de Paris pendant toute une semaine. L'événement fut en soi suffisamment exceptionnel pour mériter d'être narré. Le mois de juillet de Romain ne fut donc pas exclusivement parisien, d'autant plus qu'à la surprise de ses parents, il réitéra son annonce, après son retour d'Espagne, d'un prochain séjour, improvisé celui-ci dans un camping. Le succès était décidément sans conteste. Il avait découvert les plaisirs de la tente et du matelas gonflable. Il s'empressait d'y revenir. Il passerait 3 jours dans un camping d'Île-de-France avec 2 amis qu'il avait connus l'année précédente à l'IUT de Saint-Denis. Fin juillet, il quitta l'appartement, sac sur le dos et duvet de couchage sous la main. Il fut de retour 24 heures après son départ. Maud s'amusa intérieurement lorsqu'elle entendit le fin mot de ses aventures qui correspondait bien à son caractère passionné par la nature ainsi qu'à son goût pour les émissions sur les animaux et les pays lointains.
Les 3 garçons, qui ne s'étaient plus vus depuis 1 an, avaient en réalité décidé, en le cachant à leurs parents pour ne pas les inquiéter, de passer 3 jours dans la forêt, aller-retour en RER, comme des Robinson, dans les bois du côté de Marly ou de Rambouillet, avec la tente, les gourdes, du pain et du saucisson dans les sacs à dos. L'un des garçons était plus ou moins censé connaître la forêt explorée. Ils passèrent une nuit dehors, puis ils revinrent, dévorés par les moustiques et les pieds couverts d'ampoules. Romain avait aimé les heures de la nuit. Il était resté longtemps éveillé. Tu ne peux pas imaginer, maman avait-il raconté à Maud tous les bruits d'animaux dans la forêt. Le soir, ils n'avaient pas réussi à réchauffer leur boîte de raviolis. La forêt était trop humide et ils n'avaient pu allumer le feu. Le lendemain, la fatigue, ajoutée à une nourriture insuffisante, les avait tous 3 rapatriés dans leur foyer. Quelle drôle d'idée s'était dit Maud, amusée. Quelle naïveté d'y croire et d'aller dans la nature pour la découvrir tout seul, par ses propres moyens. C'est comme un jeu ou comme un rêve d'enfant. Elle avait trouvé son fils attendrissant. Comme à l'hôtel, première partie, Luc découvrait le monde de l'entreprise. Le soir, il se divertissait avec passion sur le net, il menait une vie tranquille et pourtant, Thibaut parvint, cette année encore, à s'inquiéter. Mon fils file un mauvais coton, disait-il à Maud, qui finissait par se demander si son attitude ne frôlait pas désormais le registre tragi-comique. Il n'a aucun sens des réalités, il est comme à l'hôtel, il travaille, il rentre le soir. Mais ce n'est pas la vie, pas la vraie vie, c'est trop facile, on ne l'aide pas en fait. Ce n'est pas ainsi qu'il grandira. Thibaut n'avait cessé dans le passé d'être angoissé par les études de Luc. Puis, une fois son horizon universitaire dégagé, ses fréquentations amicales l'avaient préoccupé. Avec qui passe-t-il son temps demandait-il à Maud. Tous, des jeunes déscolarisés qui ne travaillent pas, qui ne cherchent même pas. Thibaut n'avait pas tort, mais lorsque Luc obtint son diplôme de comptabilité-gestion, équivalent à une licence, et qu'il entra à l'université, il se fit de nouveaux amis, sérieux, qui préparaient leur avenir. Dès la première année de master, au printemps 2013, il organisait, lui et personne d'autre, de brefs séjours à la campagne. Il devint un élément moteur, une sorte de leader de sa promotion. En 2014, dès l'arrivée des beaux jours, il renouvela l'expérience. Les week-ends à Champs-les-Vignes, dans la maison des grands-parents, duraient parfois 3 jours. N'était-il donc pas, se disait Maud, un tant soit peu ancré dans la réalité? Ne s'éloignait-il pas un tant soit peu de sa chambre et de ses éternels jeux vidéo? Ne montrait-il pas des qualités d'organisation? Ne se rangeait-il pas du côté de l'activité et non plus de la passivité comme le déplorait son père? Thibaut exagérait. Il soulignait ce qui lui déplaisait et négligeait les progrès de son fils. Maud mesurait au contraire combien le risque d'oblomovisme, qu'il avait, selon elle, il fut un temps plus ou moins menacé, s'estompait peu à peu. Les discussions sur Ilya Ilitch Oblomov amusaient depuis longtemps la mère et le fils. Maud lui décrivait le fameux personnage de la littérature russe. Elle lui racontait qu'Oblomov était
à la Russie, ce qu'était Don Quichotte à l'Espagne, Candide à la France ou Pinocchio à l'Italie. Oblomov et toi, vous vous ressemblez, concluait-elle. Luc écoutait les récits de sa mère, il avait l'impression de connaître ce riche aristocrate du XIXe siècle, aimé et même adulé par ses parents, en particulier par sa mère. Enfant, il avait savouré un bonheur sans nuage, et une fois devenu adulte, il ne fit rien de sa vie. Passif, il restait toute la journée en robe de chambre, somnolent sur son canapé, mais il était également capable de se réveiller pour contempler la nature ou les femmes. Il pouvait tomber amoureux. L'événement demeurait rare en raison des complications qu'à coup sûr il engendrait malencontreusement. Émerger d'un état contemplatif à la limite de la léthargie n'était pas une mince affaire. Il n'était bien sûr pas question qu'Oblomov embrasse une quelconque carrière. Comment aurait-il supporté la moindre contrainte? Mais l'homme était attachant. Il était profond, il avait lu les philosophes et les romanciers, il discutait volontiers pendant des heures avec des amis cultivés. Maud avait adoré quelques jours de la vie d'Oblomov, le film adapté de l'œuvre par Nikita Mikhalkov. Elle s'était immergée dans la splendeur du XIXe siècle. Elle avait regardé le film, seule sur son ordinateur, et avait éclaté de rire. « Zakhar! Zakhar !» hurlait Oblomov qui devait faire sa toilette et s'habiller. Il appelait son vieux et fidèle serviteur depuis son éternel canapé. Il lui était absolument impossible de se lever seul. L'exploit eût été plus qu'épuisant. Zakhar l'assistait depuis le matin jusqu'au soir, et pour venir à bout des exténuantes tâches matérielles Zakhar l'assistait depuis le matin jusqu'au soir pour venir à bout des exténuantes tâches matérielles qui se répétaient chaque jour. Que Dieu fait. Oblomov était si drôle quand il expliquait, geignant et affligé à Zakhar, sa pénible situation. Le serviteur aimait son maître, mais il était harassé par ses incessantes exigences. Il lui demandait pourquoi il s'obstinait à rester couché pendant des heures, incapable de se rendre à ses rendez-vous d'affaires ou amicaux. « Mais ne comprends-tu donc pas, mon pauvre Zakhar ?» se plaignait en pleurs l'inconsommable Oblomov. « Je ne suis pas comme tout le monde, moi. J'ai été aimé, choyé, dorloté, adulé, adoré. Dans mon enfance, j'ai vécu dans du coton, dans le confort, dans la beauté et l'harmonie. Alors comment pourrais-je faire maintenant le plus petit effort? Ou bien combattre un monde dur et cruel? Non, franchement. Ouvre les yeux, Zakhar. » Luc imaginait le personnage, sa mère blaguait, elle lui disait que lui non plus ne pouvait être inconsidérément bousculé, ni trop intensément sollicité, telle était sa nature, l'on se devait de l'accepter. La nostalgie du temps passé et l'attachement à son enfance habitaient Oblomov. Luc n'était pas loin d'éprouver les mêmes sentiments. Maud avait le sourire lorsqu'elle évoquait ce rapprochement. Luc l'écoutait. Il lui rendait son sourire. Ils échangeaient tous deux sur le mode de l'humour ou de la dérision mêlée à la tendresse. Ils échangeaient la grande affaire de la vie de Maud. Thibaut insistait. Ce serait une bonne chose, disait-il, si Luc vivait seul. Maud comprenait mal. Elle s'agitait. Ses bras décrivaient de vastes moulinets. « Non, mais, lui répondait-elle, ne pourrais-tu, s'il te plaît, garder ce genre d'idées pour toi? Tu nous ennuies. » Thibaut ne s'adressait qu'à son épouse, laquelle n'hésitait pas à lui renvoyer
un tonitruant nous collectif. Luc, quant à lui, ignorait tout de cet épineux débat. « Dis-moi ce que tu cherches exactement. Tu voudrais chasser ton fils ? Lui faire comprendre qu'il n'est qu'un enfant ? Tu voudrais qu'il se sente coupable d'être jeune et non pas un adulte, ou pire ? Qu'il soit triste tout seul entre ces quatre murs, alors qu'il se sent bien justement ici avec son frère et avec nous, alors que tout va bien comme par hasard en ce moment. Ses études, l'alternance, l'entreprise, tu nous ennuies. » Maud lui assénait de nouveau l'assourdissant « nous », éminemment pluriel, convoquant avec elle le banc et l'arrière-ban des indignés. « On dirait que tu t'amuses, » concluait-elle au comble de l'irritation. Thibaut maintenait cependant son étonnante position. Il la rappelait régulièrement à Maud, il l'importunait, telle une abeille butinant de savoureux grains de raisin sucrés à point. Maud résolut dès lors de maîtriser son agacement, elle mena son enquête, elle le questionna, insista, creusa, élabora ses déductions et découvrit enfin l'ultime mot de l'histoire. Il pourrait habiter cour de Valbois, aurait dû tout simplement expliquer Thibaut, à 2 pas de chez nous. Dans l'immeuble de mes parents, un 3 pièces vient d'être libéré. C'est une occasion qui ne se reproduira pas de sitôt. Et si l'on veut se décider, ce doit être maintenant. Ensuite, un autre locataire s'installera, ce ne sera plus possible. Maud comprenait mieux ce langage, qu'on ne pouvait concevoir plus raisonnable. Elle le trouvait plus convaincant qu'une oiseuse critique du tempérament supposé trop immature de Luc. Elle n'allait tout de même pas fustiger tous ces valantes rassemblés, beau-père, belle-mère et mari, sous prétexte qu'ils disposaient d'un joli patrimoine. En voulais-tu, tu en obtenais. Thibaut n'était pas, pour sa part, insensible aux arguments de Maud. Il réfléchissait, ne désirant rien d'autre que le bien de son fils. Maud se trouvait désormais perplexe, mais également tout à fait décontractée. Il ne s'agissait en réalité que de questions de riches, qui ne pouvaient en aucun cas être qualifiées de problème. Abondance de biens ne saurait nuire, ainsi que l'affirme le sage dicton populaire. L'affaire se dénouerait quasiment d'elle-même. L'appartement, pour d'évidentes raisons de saine gestion immobilière, ne resterait pas longtemps inoccupé. Maud eut tendance à tourner ses pensées vers de plus verdoyantes contrées, vers les microcultures par exemple, dont elle avait dernièrement remarqué l'existence sur les trottoirs de la capitale. Autour des arbres poussaient désormais des salades, du thym, du laurier, des tulipes et des gueules de loup. Maud les apercevait lorsqu'elle filait sur sa trottinette. Elle était incapable d'arriver à l'heure à un rendez-vous. Les pétales et les feuillages, les couleurs et la terre fraîchement arrosée répandaient en son cœur un léger baume, et sur ses lèvres un fugitif sourire, le temps d'un regard. Luc avait changé. Au printemps 2014, il ne dormait plus. En fin de semaine, jusqu'à des heures indues de la journée. Il ne restait plus vissé devant ses jeux vidéo jusqu'au milieu de la nuit. Il allait à la campagne et, grande première chez les Valentes, il prit quelques jours de vacances avec des amis après son retour de Querbillan. Maud ne s'était donc pas trompée, il ne lui avait accordé que 2 semaines en Bretagne en raison d'un autre projet, fin août, en Catalogne espagnole.